Et ça, ils à savent faire. distance. Ah bah c'est sa spécialité. Ils savent le faire tous les deux, mais quand tu es devant C'est et que tu es entre l'arrivée et le concurrent, Ouais. en gros, il peut rien t'arriver. On est déjà dans l'épisode 8 des Vents du Globe, l'émission où l'on décrypte chaque semaine l'actualité, la météo, les stratégies du Vendée Globe et des concurrents de la flotte. J'ai toujours la chance d'être avec Martin, expert en météo, coureur au large professionnel, qui va notamment nous faire les routages jusqu'à l'arrivée de la tête de la flotte. Martin, quelle situation pour les deux leaders de ce Vendée Globe? Il y a du match entre les deux leaders. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit point sur la situation météorologique qu'ils vont rencontrer. Et ensuite, on verra les routes qu'ils vont emprunter pour aller rejoindre les Sables d'Olonne. Après, on parlera un petit peu de chiffres, les écarts, un peu d'options, est-ce qu'il est possible de revenir. Et puis ensuite, on passera à la boîte à questions. Ok, alors on passe sur Windy. Je vous présente la situation. Nous, dans le jargon, on appelle ça les centres d'action. Très bien. C'est-à-dire quels phénomènes vont impacter les concurrents et la route des concurrents pour rallier les Sables d'Olonne. Les concurrents sont là actuellement au large de Madère. Pour Charlie et Johan, je parle uniquement de Charlie et Johan pour l'instant. Donc ils sont au large de Madère. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'il y a un anticyclone qui est centré sur le Cotentin, avec le vent qui tourne autour de ce centre anticyclonique, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Et en fait, il se prolonge, cet anticyclone, par une dorsale, donc c'est une zone de vent un peu plus faible, vers les côtes portugaises. Donc nos concurrents, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'échapper à cette zone de vent plus faible ici. Et il y a un autre phénomène météo qui va les concerner, c'est cette dépression. Donc là, ici en haut de l'écran, avec le vent qui tourne cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ça, autour de ce centre dépressionnaire, et qui amène du vent beaucoup plus fort dans cette zone-ci. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, c'est un peu le bordel dans mon image, mais en gros, les concurrents, ils vont emprunter une route ici dans le flux portant, en essayant de se rapprocher quand même de ce centre anticyclonique, mais pas trop pour ne pas tomber dans des zones de vent faibles, et qui vont peut-être avoir un petit empannage pour rester dans ce vent plus fort, avant de retourner vers la pointe Bretagne, comme ça. Le problème de cette route-là, c'est que arrivés à cette pointe Bretagne, ils vont avoir du vent qui va venir d'ici, donc auprès. Donc une route portant, puis auprès, dans du vent, comme ils se rapprochent de l'anticyclone, qui va être beaucoup plus faible. Donc c'est cette zone, entre guillemets, de vent plus faible à l'arrivée à la Bretagne qui va ralentir fortement les concurrents et leur faire changer d'allure sur des vents qui sont plutôt auprès. Quelle va être la route des deux leaders jusqu'à l'arrivée? Les routes de nos concurrents, donc on repasse sur le logiciel Adrena avec les routes qui sont affichées à l'écran de Johan et Charlie, les routes optimales avec un modèle qui est le modèle Arpège. Donc c'est le modèle le plus précis qu'ils retrouvent en arrivant en Europe, avec une maille de calcul qui est plus précise. Donc c'est celui que j'ai choisi pour faire les routages. Très bien. Rapidement, il contourne cette zone anticyclonique qui est située ici au large du Portugal. Donc ils s'en rapprochent, mais ils ne vont pas aller dans les zones de vent les plus faibles. Et ensuite, ils profitent surtout de ce passage de dépression ici, avec des vents au portant. Ils se faufilent entre les deux systèmes, avec peut-être un empannage ici, avant de trouver la meilleure route pour aller vers la pointe Bretagne qui est là. Je vais zoomer un petit peu sur l'écran pour que vous voyez l'approche des côtes bretonnes. Donc les concurrents arrivent par l'ouest, ici comme ça, vers la Bretagne. Et là, il y a un petit changement de direction du vent avec la cellule anticyclonique qui va les concerner en arrivant sur l'approche de la pointe Bretagne. Et donc du coup, ils vont se retrouver à tirer des bords face au vent pour aller vers les Sables d'Olonne. Selon les modèles, il y a des différences. Soit ils font un bord tout droit en passant de Pinmar jusqu'au Sables d'Olonne parce que le vent est mieux orienté pour un bord direct, soit ils sont quasiment face au vent et ils doivent tirer des bords, ce qui va les ralentir fortement. Mais là encore, il y a des divergences de modèles, donc on va attendre de voir ce qui va se passer. Quelle date et quelles heures d'arrivée pour les deux concurrents de tête? Alors, ça va nous donner des dates et des heures d'arrivée qui sont très aléatoires, malheureusement, parce que, comme je disais tout à l'heure, les modèles divergent surtout sur la position de l'anticyclone à l'arrivée des concurrents sur la pointe Bretagne. En termes de force de vent, en termes de direction de vent, ils ne sont pas d'accord. Donc en gros, et comme ça change les vitesses peuvent varier énormément en fonction de la direction et la force du vent, c'est là où en fait va se créer des décalages de timing d'arrivée. D'accord. En gros, je pense qu'ils vont arriver
mardi 14. Et je vois entre 8 heures d'écart entre Johan et Charlie. Et selon les modèles, ça peut aller jusqu'à 12 heures, quoi. D'accord. En fonction justement du vent de la Pointe-Bretagne. Jusqu'à la Pointe-Bretagne, c'est assez clair. Et après, c'est plus compliqué. Et pour donner quelques heures indicatives à date, ça donnerait pour le premier sur la ligne, ça pourrait être entre quelle heure et quelle heure aujourd'hui avec tes modèles? Alors avec mes modèles les plus optimistes, qui est le modèle à maille fine, le plus précis, c'est Charlie arrive vers 3 heures du matin le 14 et Johan arrive 8 heures plus tard. Est-ce que tu peux nous illustrer simplement pourquoi les différents modèles météo divergent? Ouais, je vais essayer de vous faire un truc assez simple pour vous expliquer pourquoi les écarts peuvent être si importants à l'arrivée en fonction des modèles. Ok. Par exemple, là, je suis sur le modèle européen CEP. Lui, il voit un centre anticyclonique pour l'arrivée qui se situe à cet endroit-ci. Voilà, donc centré sur le Cotentin. On voit comme le vent tourne autour voilà, de ce centre, comme ça, ici. Tac, voilà, ça tourne comme ça, ça tourne comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc les concurrents, ici, ils vont se rapprocher de la Pointe-Bretagne. Et là, le vent vient de nord-est. Si maintenant, on se place sur un autre modèle, qui est le modèle GFS. Paf, vous voyez, là, la cellule anticyclonique, elle s'est quand même décalée vers le nord, ici. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en se décalant, il y a plus ou moins de vent. Plus on est proche du centre anticyclonique, moins il y a de vent. Et plus on s'en écarte, plus il y a de vent. Donc, vous voyez, là, il y a un peu plus de vent que tout à l'heure. Avec un meilleur angle. Et avec un meilleur angle qui est un peu moins en fait, de face pour rallier les Sables d'Olonne. Donc, en fait, cette position de l'anticyclone, elle va guider la force du vent et elle va aussi guider la direction du vent. Donc c'est possible qu'ils aient à tirer des bords au louvoyage si le vent est de face, ou alors ils vont peut-être aller quasiment en route directe vers les Sables d'Olonne avec un seul virement de bord. Et ce timing de position d'anticyclone en fonction de l'arrivée des concurrents, ça crée en fait des différences de route, donc de distance à parcourir et de vitesse de bateau importantes qui créent des écarts à l'arrivée qui sont importants aussi. Merci Martin, très intéressant. On passe tout de suite à la boîte à questions. Johan Richomme, le poursuivant de Charlie Dalin, a perdu hier vendredi son J0, une voile d'avant importante. Est-ce que ça va impacter la fin de sa course? Alors lui dit que non, parce qu'il dit que cette voile-là, il ne va pas s'en servir quasiment pas jusqu'à l'arrivée. Chaque bateau, il faut savoir que chaque bateau a ce qu'on appelle les selects. Alors je vous invite à regarder l'une de nos premières émissions. La première vidéo dans laquelle tu en as parlé. Où je parlais des selects. Donc les selects, en gros, c'est la voile qui est utilisée en fonction de l'angle du vent et de la force du vent. En l'occurrence, c'est son J0 qu'il a perdu. Donc chaque bateau a des configurations de voile qui sont différentes. Le J0, c'est une voile qui est hyper polyvalente, c'est-à-dire qu'elle balaye un range de voiles hyper important. Donc, c'est quand même une voile utile. Et toi, avec une select théorique, tu as fait des routages et tu vois Johan avec potentiellement l'usage de son J0. Alors, je ne sais pas, comme je disais, ce qu'il a comme configuration. Peut-être que lui, il utilise moins le J0 que certains bateaux. Ce que je peux vous montrer, c'est une select. Donc, la select, la voici. C'est une select d'Imoca. Et on voit en jaune que c'est le range du J0. Alors là, on voit quand même que, en gros, il porte la voile de 42 degrés du vent dans 10 nœuds de vent jusqu'à quasiment 25 nœuds à 137 degrés du vent. Donc là, ils en ont besoin. Et on voit d'ailleurs sur le routage affiché à l'écran, là j'ai coloré le routage en fonction de la voile utilisée. En jaune, on a vu que c'était le J0, donc là, il y a quand même beaucoup de J0. Donc si Johan dit qu'il n'en a pas besoin, je pense que c'est qu'il a une autre voile qui sert à faire ce genre d'allure. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Donc, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a quand même perdu 2 heures à récupérer sa voile. Donc ça l'aide pas pour rattraper Charlie, c'est sûr. 2 heures précieuses. Tu nous as parlé de modèles divergents pour les systèmes météo jusqu'à l'arrivée. Est-ce que ça peut permettre à Johan de prendre une option d'ici l'arrivée? Ben, malheureusement, non. Je ne vois pas justement d'opportunité pour Johan de prendre une grosse option, en tout cas radicalement différente de celle de Charlie, qui pourrait le faire revenir potentiellement. On a vu, les systèmes sont bien en place. Il y a une divergence des modèles à l'arrivée à la Pointe-Bretagne, mais on est proche de l'arrivée. Charlie aura quand même toujours son avance à ce moment-là. Donc, il y a un petit empannage.
peut-être à Calais, au large du Portugal, avec la position d'anticyclone. Peut-être que ça peut resserrer le jeu un petit peu avec Johan. Mais même avec ça, je vois pas comment Johan pourrait revenir, sauf aléa. Pour les deux concurrents de tête, se rapprocher de l'arrivée ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri de problèmes extérieurs ou d'aléas extérieurs. On l'a vu il y a 4 ans, c'était Boris Herrmann, Ouais, je ouais, crois, ouais. qui prend un filet de pêche. Non, carrément, il prend un bateau de pêche. Il prend un bateau de Ouais, pêche. ouais, Il ouais. prend un bateau de pêche. Ouais. Donc il faut être très vigilant et peut-être d'autant plus. Là, en plus, on voit qu'ils vont arriver par la Pointe Bretagne, donc ils vont Tout à peut-être fait. rencontrer plus de trafic maritime, Oui. y compris des bateaux de pêche. Il faut être très vigilant. Ah ouais, c'est sûr que là, il y a statistiquement beaucoup plus de chances de toucher quelque chose, que ce soit des bateaux, que ce soit des mammifères aussi, parce qu'on s'approche d'une zone qui s'appelle le plateau continental. Et le plateau continental, c'est une zone où il y a beaucoup de cétacés. Du coup, ils vont se rapprocher de ça, ils arrivent proche des pêcheurs, à la langoustine, à la pointe de Pinmar. Voilà, toute la côte jusqu'au Sable d'Olonne. En plus, il va y avoir des conditions de vent qui sont relativement faibles, donc beaucoup de bateaux potentiellement en mer à ce moment-là. Donc il va falloir être très très vigilant pour ne pas heurter des bateaux qui peuvent avoir un défaut de veille ou un défaut de système de positionnement d'AIS. Donc c'est sûr que pour tous les concurrents, il faut être ultra vigilant et malheureusement, ça peut arriver, quoi. On commençait à l'évoquer la semaine dernière, on se dirige clairement vers un nouveau record pour ce Vendée Globe. Oui, là, il n'y a pas de doute. Donc, il va exploser le record du Vendée Globe. Même si, on a toujours dit, on s'en fiche un peu du record. L'important, c'est d'arriver premier. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que là, ils sont à 62 jours de course. Charlie, il lui reste 3 jours. Donc, ça fait 65 et le record à 74. Donc, 9 jours de record. C'est pas mal quand même. Pas mal. Comme quoi, ça veut dire que les bateaux, ils sont fiables. Mm. Ils vont beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ça explose les records, quoi. Est-ce qu'on le voit par rapport aux autres concurrents qui sont derrière? Est-ce qu'à un moment, ils ont réussi à profiter de systèmes météo favorables qui leur ont permis d'avancer un petit peu plus vite? Est-ce que si on prend les concurrents qui sont derrière, au moment où Thomas Ruyant n'arrive pas à s'échapper avec Johan Richomme, finalement, est-ce que les concurrents de derrière ne sont pas plus dans les vitesses d'il y a 4 ans et des autres Vendée Globe? Si, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai que les deux concurrents, Johan et Charlie, avec Seb, parce qu'on l'a dit. C'est vrai, bien voilà, sûr. et c'est vrai Absolument. qu'il a fait une super course et ils ont bénéficié tous les trois de conditions météo ultra favorables pour battre le record et surtout pour se barrer des mecs de derrière. Donc, c'est vrai que la transition dans le Pacifique, là, avec Johan qui est parti en avant de la dépression et Thomas qui est resté scotché derrière, ça a créé un écart monstrueux. Et puis, heureusement pour les premiers, ils sont partis avec un bon système, quoi. Et ça crée de l'écart. Donc, on peut même parler d'une course complètement différente, en fait, entre les 3 premiers et les poursuivants, quoi. Martin, à ton avis, il se passe quoi dans la tête de Charlie et de Johan là, à quelques jours de l'arrivée? C'est après 60 jours de course. Qu'est-ce qui se passe pour eux là? Ça doit être assez incroyable, non? Ouais, incroyable. C'est vrai que j'aimerais pas être à leur place et en même temps, ils sont en position de faire un podium au Vendée Globe. Elle est pas mal, la position de Charlie. Elle est pas mal, mais non, c'est sûr que pour lui, pour les deux, c'est très compliqué. Encore plus pour Charlie qui est en tête et qui a plus à perdre qu'à gagner. Entre Johan et Charlie, c'est pas la première fois. Johan lui chip une solitaire pour quelques minutes, historiquement. Oui, lui chip, je sais pas, Enfin, mais en tout il cas, la gagne, il la gagne sur quelques minutes d'écart, comme c'est souvent le cas sur une solitaire du Figaro. Mais il doit avoir ça en tête, Charlie, ses victoires manquées sur des courses majeures, parce qu'il n'a pas gagné les 2 courses majeures, même s'il a fait des super résultats. Route du Rhum, solitaire du Figaro, Vendée Globe. Oui, voilà, exactement. Oui, il lui manque ça dans son palmarès quand même. Il a souvent hyper bien figuré, 2e, 3e, à plusieurs reprises sur la solitaire, sans jamais les remporter, ses courses. Et la Route du Rhum, pareil. Donc, il fait 2 ans, il fait 2e il y a 2 ans la Oui, Route du oui. Rhum, 2e il y a 4 ans Vendée Globe, en franchissant premier la ligne. Ouais. Ça doit. Ouais, 3 fois ce podium de la solitaire sans la gagner. C'est notre poulie d'or de la voile. Donc là, il sait qu'il a le moyen de conjurer le sort, mais il va y arriver. Et en même temps, ça joue souvent à pas grand-chose. Non, ça se joue à pas grand-chose, mais là, c'est sûr que le problème, c'est que ça se joue sur de l'aléatoire, je pense. Pour moi, la victoire de ce Vendée Globe peut se jouer uniquement sur l'aléatoire. S'il n'y a pas d'aléatoire, et d'aléa en tout cas, en théorie, il est vainqueur. Ouais. Ce qui se passe, c'est que Charlie est devant Johan, il va avoir des routes qui vont converger, donc il va être en pointe devant Johan. Il ne peut rien lui arriver s'il contrôle le jeu que va faire Johan.
Si Johan vire, il vire. Si Johan en panne, il en panne. Donc, Et il peut contrôler. Ah bah bien sûr. Ok. Il va contrôler la course de Johan en le marquant en fait Et ça, ils à savent faire. distance. Ah bah c'est sa spécialité. Donc ils savent le faire tous les deux, mais quand tu es devant et que tu es entre l'arrivée et le concurrent, Ouais. en gros, il peut rien t'arriver. Ok. Pas se prendre de filet de pêche, pas de bateau de pêche. Non, mais il a encore un petit coussin quand même. Même s'il se prend un filet de pêche, même s'il casse un foil, même s'il se prend un bateau de pêche, on l'a vu tout à l'heure, ils vont arriver sur les côtes à des vitesses un peu réduites. Oui. Donc même s'il y a une collision avec quoi que ce soit, il ne va pas non plus exploser le bateau au point de ne pas pouvoir finir la course. Okay. Donc avec son petit coussin de 150 000 d'avance, il peut se passer des trucs. Comme chaque semaine, on vous fait gagner un full pack Virtual Regatta. On vous en fait encore gagner un cette semaine. On est à peu près à 15 jours de l'arrivée, mais malgré tout, ça pourrait encore servir à certains concurrents. Bah ouais, le sprint final. Hein. Pour le sprint final. Martin, quelle va être la question qui va permettre à nos spectateurs de jouer cette semaine pour remporter un full pack? Alors j'en ai parlé un petit peu, mais quelle zone située proche de la Pointe Bretagne est une zone où se concentre beaucoup de faune marine? Ok, mettez-nous la réponse en faisant une phrase en commentaire et vous serez peut-être tiré au sort. D'ailleurs, j'invite ceux qui ont participé la semaine dernière au jeu d'aller vérifier dans la précédente vidéo s'ils ont gagné. Ce sera marqué en commentaire de leur réponse s'ils ont gagné un full pack et un abonnement également au routeur iSelf4VR. Martin, c'est peut-être la dernière émission. Ouais, après 8 émissions ensemble. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'était un bon moment. Le Vendée Globe touche à sa fin. On souhaite pour les pas... premiers en tout oui, cas. Voilà, c'est pour ça qu'on ne souhaite pas non plus continuer éternellement. Peut-être que voilà, on a fait un peu le tour de la question. Donc on va passer à autre chose maintenant. Peut-être aller faire du bateau pour moi quand même. Ah ouais, bientôt la reprise de la saison? Ouais, bientôt les entraînements qui reprennent au pôle Finistère Course au Large à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, je vais quitter mon habit de scène pour enfiler mon ciré. C'est quoi ta première course? La première course, ça va être la Solo Concarneau et ensuite j'enchaîne avec une transatlantique Concarneau-Saint-Barthélemy en Figaro double mixte en avril. Trop bien. Eh ben, j'étais ravi en tout cas, Martin, de faire ces émissions avec toi. C'était super un plaisir intéressant. Partagé, ouais. Vraiment super sympa. Et on aura aussi l'occasion de se revoir et de refaire des petites vidéos ensemble. Avec plaisir. On aura la chance d'être présent pour l'arrivée du vainqueur au Vendée Globe la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et Facebook de Good Boats puisque je vous mettrai de l'info, soit du live, des stories, des reels en temps réel sur l'arrivée. Donc si vous voulez suivre tout ça, allez sur Instagram et sur Facebook. Je vous mettrai aussi une vidéo le plus vite possible pour vivre de l'intérieur cette arrivée du vainqueur du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Et je vous invite évidemment à vous abonner aussi au compte Instagram. Oui, suivez mes aventures sur mon compte Instagram en description. Eh ben, un grand merci Martin et à très vite. Ouais, merci Yann et ouais, à bientôt.